Dans un monde où la parole agit comme un flot dans nos espaces communs, quoi de mieux que de retourner au calme des mots? Et par là, bien évidemment, à l'accessibilité qu'il nous est donné d'avoir via les livres, les BD, les mangas, que sais-je. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ces ouvrages littéraires de tout genre confondus qui ont vraiment bouleversé ma vie et ont laissé une empreinte en moi. Il y a vraiment eu une différence entre avant ma lecture et après ma lecture. Je vous présente aujourd'hui mon top livre incontournable, Page Turner, que vous ne pourrez pas poser une fois ouvert. Let's go! Bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui va s'annoncer longue, je préfère vous le dire. En effet, on est sur une présentation de livres, le terme voilà c'est Page Turner, c'est livres qui ont changé quelque chose dans ma life, et je n'avais pas envie de passer quelques maigres 20-30 secondes par bouquin, tant voilà, ils m'ont vraiment apporté quelque chose. Qu'on se le dise, il y aura de tout dans cette sélection, ça va être des BD, des essais philo, des livres tout court. Si vous me suivez sur ma chaîne depuis quelques temps, vous les avez très certainement vus passer au fil des années, mais il y a tellement eu de recommandations que vous avez certainement pu vous perdre, donc là, c'est une vidéo qui regroupe mes incontournables, mes favoris, les livres, les BD que j'ai passés à toute ma famille, à tous mes proches, tellement il était important pour moi qu'ils soient lus. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, vous vous en doutez, les sujets abordés peuvent parfois diviser les foules, donc du coup, n'hésitez pas à me soutenir sur Je vais y arriver. N'hésitez pas à me soutenir sur ma plateforme Ko-fi, il y en a déjà pas mal d'entre vous qui le font depuis quelques mois, ça compte énormément, ça me permet d'être un peu plus indépendante dans mes vidéos quand celles-ci n'ont pas de sponsorisation. Sur ce, dans la sélection que je vais vous présenter, on va alterner entre BD, romans, essais philo. En termes d'accessibilité, il était très important pour moi de varier un petit peu les styles, puisque la plupart du temps, quand j'échange justement des œuvres que j'ai énormément aimées avec mes amis, j'aime avoir leur retour à ce sujet. C'est-à-dire que dans un idéal où on se bat tous avec le même capital culturel, etc., tout le monde peut tout lire. Sauf que dans les faits réels, ce n'est pas le cas. Et là où je veux combattre l'élitisme et le classisme que peut parfois amener la culture populaire de « Ah mais ça c'est un classique, tu l'as pas lu, quoi, t'es sérieuse, t'es même pas intéressé, mais c'est quoi ton problème ?» Moi je veux vraiment vous apporter du sentiment de pourquoi certains livres je les ai aimés. Parfois il y en aura qui seront plus compliqués que d'autres à comprendre, mais honnêtement j'ai vraiment essayé de garder une sélection hyper ouverte du plus possible que je peux. Mais ce que je souhaite vous dire par là, c'est que si vous n'êtes pas attiré par certains livres BD que je vais vous partager, ça s'arrête là. Parce que j'ai souvent eu des retours qui me disaient « Comment tu fais Juliette pour t'intéresser à ce genre de lecture ?» C'est tout simplement que j'ai une curiosité qui m'a été énormément transmise par mes parents à ce sujet, et c'est une chance et un privilège que j'ai eu. Après, c'est quelque chose que j'ai travaillé, mais parce qu'encore une fois, j'avais des clés. Donc si vous n'en avez pas du tout envie, pitié, ne vous fustigez pas. Prenez ce qui vous fait plaisir. La lecture, ça peut être autre chose que du plaisir, ça peut être de l'éducatif, ça peut être plein de trucs, mais en fait, c'est surtout ce que vous voulez qu'elle soit. Et absolument personne n'a à vous dicter, en fait, si vous lisez correctement ou pas bien. En mode, ah ouais, mais toi, tu lis des BD, c'est pour les gosses. Leur problème. C'est parti, désormais, pour la présentation de mes incontournables Page Turner de tous les temps. Pour le premier ouvrage de cette sélection, nous allons avoir la bande dessinée Himawari House de Harmony Baker. Cette BD, elle est un petit peu mastodonte, vous allez avoir des images bien sûr à chaque fois pour vous montrer quelques plans, chaque fois ça ressemble. On a un peu plus de 300 pages et honnêtement ça a été un absolu bonbon à déguster. Une fois ouvert, vous ne la posez pas. Si vous êtes dans une phase comme j'ai pu l'être plus jeune, où vous vous posez énormément de questions sur votre identité, sur ce que vous avez envie de faire dans la vie, sur comment réagir aux choses qui vous entourent, que ce soit amicalement, professionnellement, scolairement parlant, amoureusement parlant, cette BD c'est vraiment la quintessence pour moi. Je la fais tomber tellement elle est lourde, de toutes ces questions qui restent sans réponse quand on ne sait pas avec quelles armes en fait les affronter. On y suit l'histoire de Nao Yejun et Tina, 3 jeunes femmes d'origine asiatique qui ont des parcours de vie extrêmement différents et qui vont se retrouver dans une colocation au Japon avec 2 jeunes hommes de leur âge environ, pour le coup eux japonais d'origine et résidents habitants au Japon. On va vraiment avoir un tissage de vie
complètement différents mais qui se complètent à leur manière, des histoires d'amitié, d'amour, de famille, des échecs scolaires, des échecs professionnels, comment on se relève d'un échec, est-ce qu'on peut vraiment se relever d'un échec, quelles leçons y a-t-il à tirer de tout ce qui nous entoure et qui nous touche dans la vie. J'ai trouvé ça aussi fort et puissant que léger et vraiment très joli. Et j'ai une mention honorable, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues qui vont être en japonais ou qui vont être en coréen par exemple, qui vont être laissés dans la langue d'origine et ensuite traduits dans la bulle. Je trouvais que c'était juste hyper agréable. Et moi par exemple qui apprends le coréen, j'ai bien aimé me tester sur ces versions-là. Si vraiment je peux vous donner un argument qui vous fait foncer le lire, le trouver dans votre bibliothèque, dans votre librairie, sur des sites où vous pouvez les acheter en seconde main, c'est que ça aborde l'intime et des prérogatives qui en tant que jeune adulte, on n'ose pas forcément aborder avec tout son entourage, mais sans jamais être ni intrusif ni culpabilisant. Pour cette raison, je vous dirais vraiment franchement de foncer. Ensuite, nous allons passer à ma première recommandation roman. Et pas n'importe lequel. C'est La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Panayotis Pasco, vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que c'est quelqu'un d'assez connu sur la scène médiatique. Il avait été chroniqueur au quotidien plus jeune, ensuite stand-upper, humoriste. Désormais, il est co-auteur de séries, notamment Le Loup-garou, mais depuis peu également auteur de livres. Ce livre-là, ça a été un best-seller, vous l'avez forcément vu quelque part au moment où c'est sorti. Et moi, je vous avoue que je me suis dit, soit je le lis tout de suite là, au tout début de sa hype, avant que j'en entende 1001 mots, soit je le lis un an après. Bon, je l'ai vu devant moi en librairie, je l'ai pris. Je vous avoue que je voulais un petit peu le lire pour être en mode, oh là là, ça y est, un stand-upper humoriste qui se met à l'écriture, déjà, je suis qui ? Pitié ? Et au final, ça a été merveilleux puisque ça a été une des plus grosses claques littéraires #révélation que j'ai eues cette année-là. Dans ce livre, on a pareil un récit autobiographique qui est un petit peu narré comme un journal intime que Panayotis prendrait de temps à autre pour raconter les choses qui parfois le submergent, qui parfois le préoccupent ou qui juste se passe dans sa vie, se passe dans sa tête. Il y aborde des thématiques extrêmement sensibles et touchantes, à savoir donc son coming out autour de l'homosexualité, que ce soit aussi des sujets comme la santé mentale avec sa dépression, des thématiques d'autant plus touchantes sur la difficulté parfois de communiquer avec les gens qu'on aime le plus, sa famille, il parle énormément de ses parents, notamment de son père, et pareil de qu'est-ce qu'on fait de nous quand on a l'impression de n'être plus rien ou de n'être qu'une boule d'émotions qu'on n'arrive pas nous-mêmes à dépeloter ou à définir. Je trouve qu'en fait, le clivage entre ce qu'il renvoie dans son image publique et de ce qu'il donne d'extrêmement authentique, de personnel, de cru et de touchant dans ce livre est juste saisissant. C'est que quand je le vois maintenant, vous voyez, en plateau, etc., bien sûr, je le définis pas que avec ce livre, déjà parce qu'on parle d'une époque qu'il a quand même traversée et assez avec brio. Néanmoins, ça reste quand même une époque qui le définit dans la personne qu'il est, je le suppute. Mais j'ai l'impression, comme, du coup, de connaître une partie extrêmement intime de lui qui me rapproche et surtout qui me donne espoir quand je vois tout ce qu'il est, tout ce qu'il accomplit et tout ce qu'il peut enfin oser à être de manière, encore une fois, plus publique. Pourquoi je le mets dans un livre qui a été une révélation ? C'est qu'au-delà de la manière extrêmement simple qu'il a d'aborder des sujets aussi forts, avec ce langage parfois cru, parfois comme un ami, ou même pas un ami, comme un miroir qui nous renverrait, où il ne s'inquiète pas de savoir comment les personnes vont réceptionner en fait les mots qu'il balance sur son ordinateur, je trouve qu'il a une plume qui vous invite à vous-même écrire. Pas écrire des bouquins, des livres comme lui nécessairement, quoique, mais d'écrire tout simplement. D'écrire pour vous vider l'âme, d'écrire pour justement avoir un endroit où dire ces mots-là, ces pensées-là existent, elles ne sont pas que dans ma tête. Et rien que pour ça, ça a été un des plus beaux cadeaux littéraires que j'ai eu de ma vie et bien sûr que je ne peux que vous recommander. Deuxième BD que je ne me lasse jamais de lire et de relire encore, il s'agit du Gourmet solitaire, suivi des rêveries d'un gourmet solitaire, de Taniguchi et Kusumi, qui ensemble ont fait une des BD les plus feel-good, informatives qui plus est, qu'il m'ait été donné de lire sur une partie de la culture japonaise, à savoir bien évidemment la nourriture. On y suit l'histoire de ce monsieur qui a son entreprise, qui a des rendez-vous tout le temps et qui, entre ses rendez-vous, n'a qu'une obsession, manger dans le bon resto. Le midi, le soir, on y suit ses aventures,
peu importe où il se trouve au Japon, puisqu'avec son travail, il est amené à beaucoup voyager, hiver comme printemps comme été, et on découvre avec délice que ses palais, enfin son palais, là, va l'amener à faire des découvertes géniales de resto au Japon. Pourquoi j'ai adoré ce livre ? Forcément, j'ai un attrait pour la culture japonaise, et pour la nourriture, je suis taureau, ça fait 2. Enfin, ça fait 1. Néanmoins, avec ce livre, ce que j'ai trouvé assez merveilleux, c'est que je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien aux grands plats connus de base japonais. Et ce que j'ai trouvé d'autant plus merveilleux, c'est que chaque chapitre va traiter d'un de ces plats en vous donnant son histoire à travers donc du coup le narratif de ce héros, comment il est constitué, d'où il vient, le rapport qualité-prix, la manière dont ses sens vont s'éveiller quand il va le manger. Il a une narration qui est hyper rigolote puisqu'il va être dans une factualité de l'énonciation de ce qu'il ressent, ça fait un petit peu ratatouille, vous voyez. Et c'est très drôle parce qu'il a un cynisme et un pragmatisme à toute épreuve, mais alors quand il mange, il se transforme. Pour cette raison, c'est vraiment un roman à déguster avec une bonne tasse de café, de chocolat chaud, d'infusion de thé, d'eau, ce que vous voulez ou rien. Mais ça vous donne un goût de soleil et surtout ça vous donne un goût d'avoir plus envie de se pencher sur des plats japonais qu'on ignore. Pour ça, petite brique, en même temps là on a les 2 livres regroupés, mais grand bonheur. Deuxième ouvrage qui m'a assez changé la vie, je dois le dire. Il s'agit bien sûr de, vous le savez si vous me connaissez, ça va être drôle, Se vouloir du bien et se faire du mal de Maxime Rover. J'exige d'avoir des parts sur les ventes de ce livre, tant j'en ai parlé. Maxime Rover, c'est un philosophe que je découvre il y a 2 ans environ, quand je commence ma thérapie, et qui va intervenir avec cet essai d'une manière très particulière, puisque je commence ma thérapie en me sentant complètement extérieure aux gens qui m'entourent, c'est-à-dire je n'arrive pas, selon moi, à communiquer avec eux. Je suis terrorisée du conflit, de manière générale de la conflictualisation de pensée. C'est facile de, raisonner quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous quand on est dans une sphère particulière, mais pourquoi, quand il s'agit de gens proches de vous, qui vous touchent, le dialogue conflictuel semble être impossible, semble être une attaque, une bombe à gérer dans votre vous intérieur. Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Cet essai, sur certains points complexes à saisir, puisque Maxime Rover va vraiment développer en fait un vocabulaire propre à sa perception des interactions, un sujet donc qui est un peu son sujet phare avec Spinoza, m'a fait complètement remettre en question ma perception du conflit avec les gens que j'aime, de ma peur panique de l'avoir, de ce que ça peut renvoyer chez moi, de pourquoi sur certains points je vais avoir des espèces de leviers d'activation qui vont tout de suite se mettre en place alors que la personne en face me veut du bien et a juste dit quelque chose comme ça sans même penser plus loin, pourquoi j'arrive pas à le gérer, comment je peux faire pour mieux le gérer, qu'est-ce qui est essentiel dans le conflit à saisir au-delà de l'émotion négative qu'on lui attribue toujours. À cause de l'ego. Parce que l'ego est au milieu de tout. Parce que si on vous intruse, c'est forcément que la personne vous veut du mal. Alors que parfois, on a juste une confrontation de 2 égos, ou de plusieurs, d'histoires différentes, de leviers d'activation chez des personnes différents. Et est-ce que le but derrière, ce n'est pas tout simplement la paix ? Parfois oui, parfois non. Et comment l'avoir si on le peut avec, une fois de plus, les gens que l'on aime. Je l'ai trouvé merveilleux, ce livre, vraiment, enfin, je le dis sans prétention, c'est un livre qui restera dans mes années et qui va m'accompagner. Alors pareil, je l'ai fait lire à plusieurs personnes de mon entourage. Il est un petit peu mastodonte, et ça, je vais pas vous le cacher, donc il y a des personnes qui l'ont lâché en cours de route, il y a des personnes qui l'ont fini même avant moi, parce que oui, j'étais aux 2 tiers que j'étais déjà en train de le donner à tout le monde. Mais c'est vraiment un bouquin où il y a eu un avant-après, et qui, moi, a répondu à tellement de questions qui m'effrayaient sur le conflit, que je ne peux que vous le recommander, mais vraiment les yeux fermés. Ensuite, dans la sélection BD, nous allons avoir forcément Impénétrable d'Alix Garin. Si vous me suivez, vous avez déjà lu cette BD, enfin tout du moins je l'espère. J'ai découvert cette BD, il me semble, pendant un challenge lecture, et ça a été un bouleversement total. Je crois que de tous les ouvrages que j'ai pu faire lire à mes amis, c'est lui qui, le plus haut la main, a touché tout le monde. Parce que Imawari House, c'est très très joli, et ça répond à plein de problématiques diverses et variées qu'on connaît tous, voilà, peu importe le genre, peu importe l'âge. Mais Impénétrable, c'est vraiment un ouvrage d'utilité
public. On y suit le récit autobiographique donc de Alix Garin, qui est avec son partenaire depuis quelques années. Tout se passe relativement bien jusqu'à ce qu'elle ressente pendant leur rapport des douleurs situées au niveau du vagin. Au début, elle va un peu se forcer, elle va se dire que c'est elle qui en fait des caisses, mais cette douleur ne part pas et elle va décider de consulter sexologue, thérapeute pour comprendre qu'elle souffre de vaginisme. Et si cette BD aborde un sujet extrêmement tabou, extrêmement peu abordé sur la santé des femmes, sur le corps des femmes, sur la sexualité des femmes, elle va continuer de diguer, de creuser plus loin en parlant plus largement de la perception par une femme de son désir, de sa sexualité et des obligations sociétales qu'elle ne conscientisait même pas jusqu'à là, qu'elle pense devoir envers son partenaire, envers tout un tas de choses. Moi, quand je l'ai lu, pourquoi j'ai été bouleversée, et je peux vraiment avoir de l'émotion rien qu'à vous raconter ça, c'est que il y a des bulles qui étaient sorties de ma tête. Genre littéralement, j'aurais pu les écrire. Pas en mode la prétention de j'aurais pu faire ça, mais plutôt j'avais l'impression qu'elle était dans mon crâne, là où personne, même moi, n'avait jamais osé aller. Et quand on le voit couché sur papier, avec, je vous mets des extraits, mais des couleurs, des dessins et tout aussi extraordinaires, c'est saisissant et surtout ça vous oblige à faire face à quelque chose de tellement dur, de tellement tabou, de tellement tapis, que ça vous saisit. Toutes les femmes, bien sûr, de ma génération qui l'ont lu ou un peu plus jeunes, un peu plus vieilles, ont été bouleversées tout autant, mais aussi les garçons, puisque j'ai commencé par le faire lire à mon meilleur ami, à qui ça a posé énormément de questions sur le rapport qu'on demande très souvent hétéronormé aux hommes par rapport à leurs femmes, enfin à leurs partenaires je veux dire, aux attentes que ceux-ci peuvent avoir, à la vision extrêmement possessive d'un homme sur une femme, de dire voilà moi j'ai des droits sur toi, la manière dont tu t'habilles, dont tu vas pouvoir, je sais pas, converser, relationner avec les autres, c'est une ode à vous confronter, bien sûr d'autant plus en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, à des codes qui trop longtemps vous ont été placés dans le cerveau sans être forcément remis en question, parce que c'est difficile de déloger des choses qui subsistent en nous depuis l'enfance, dans la manière dont on a été éduqué, et dans la manière dont on continue d'essayer de nous silencier, mais c'est surtout une véritable ode à la libération de ce que vous pensez et de ce que vous voulez profondément, sur tous les sujets de votre vie, bien sûr d'un aspect relationnel, mais aussi sur plein d'autres aspects. Ça a été une libération que de lire cette BD, et je ne peux que, vraiment si j'ai dans toute cette sélection, un ouvrage à vous obliger à lire, c'est celui-ci. Han Kang, la végétarienne. Bien sûr qu'il allait avoir un ouvrage de Han Kang dans ma sélection Page Turner. Alors pour ceux qui l'ont lu et qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas été happés par cette écriture, vous êtes en mode Juliette, c'est peut-être un risque que tu prends de le mettre comme étant un incontournable de ta vie que tout le monde peut aimer, etc. parce que ce n'est pas forcément vrai. Et c'est pas faux. Han Kang, c'est une écriture que je n'ai jamais lue en dehors d'elle. Déjà, il faut rappeler qu'elle est sud-coréenne, qu'elle commence à écrire sur des sujets extrêmement tabous, d'autant plus pour la Corée du Sud, à savoir le féminisme, l'hypersexualisation des femmes, l'objectivisation du corps des femmes, de leur désir dans les années 2000-2010, avec, pareil, j'ai pas de mots pour ça, une cruauté, pas une cruauté, elle est crue dans ses mots. Je n'ai jamais lu ça ailleurs. C'est parfois aussi troublant que dérangeant, mais ça ne vous laisse jamais en paix, ça ne vous laisse jamais insensible. Ça vient titiller votre empathie humainement, je trouve, à un point qui atteint une forme d'apogée et qui a fait que j'ai trouvé ça merveilleux. Dans ce livre, on suit l'histoire de Young-Hae, qui est une femme sud-coréenne, mariée, tout ce qu'il y a de plus banal, et qui se réveille une nuit d'un cauchemar, d'un rêve assez étrange, et qui jette l'entièreté de la viande de son frigo. À partir de là, elle a fait un choix, elle sera végétarienne. Elle ne dort quasiment plus, elle ne s'alimente que très peu, elle refuse toutes sortes justement d'alimentation qui ne seraient pas végétariennes, au grand désarroi de sa famille, puisqu'en plus on a une époque où la Corée du Sud, comme le monde entier, être végétarien au-delà des vannes, c'est très mal vu. On est quand même dans un monde où des gens qui refusent de manger des animaux, c'est mal vu. Enfin, je comprends pas que ce soit pas l'inverse. Et je dis ça, attention, je mange de la viande, mais c'est que même moi, dans ma perception des choses, je suis en mode, comment on peut embêter les gens qui ne le font pas ? C'est dingo. Mais bien sûr, comme Han Kang sait si bien le faire, il ne s'agit pas juste d'un ouvrage sur un régime alimentaire qui aurait changé. Ça aurait déjà été très intéressant, mais il ne s'agit jamais que de ça. Il s'agit d'un choix fait par une femme que son entourage ne comprend pas forcément et qui va essayer à tout prix de changer en elle.
qui ne va pas lui laisser, tel une enfant, la disposition de choisir en fait cette vie et pas une autre. Et c'est ça qui est incroyable dans ce livre, c'est que ça va toucher à des sphères, mais qui nous échappent. Et le propos de ce dernier n'est absolument pas, au final, le régime alimentaire qu'elle a choisi, mais bien tout le reste. Pour cette raison, si vous avez vraiment envie de changement dans vos lectures, etc., et de quelque chose qui amène à une patte singulière, je ne peux que vous recommander cet ouvrage de Han Kang, bien que, et je l'entends, encore une fois, on est sur une écriture bien à elle. Autre BD qui a retenu mon attention fois 1000, c'est une BD que j'avais reçue pour Noël, donc c'est Peau d'homme de Hubert et Zanzime. C'était mon père qui me l'avait acheté, et au début, quand j'ai vu la couverture, j'étais en mode ouais, c'est Peau d'âne, mais ils se sont loupés. On suit dans cette histoire qui se passe à un siècle, on va dire, je vais pas dire de bêtises, mais je crois médiéval, un peu Renaissance, puisqu'il y a encore des princes, des princesses, etc. Et l'influence catholique extrêmement importante donc, dans la société. L'histoire de cette femme qui doit se marier. Mais avant de se marier, avec donc un total inconnu, l'époque en fait, les femmes de sa famille ont un secret, c'est une peau qui leur permet de se transformer en homme, sans que vraiment personne ne se doute de quoi que ce soit. Il y a un petit peu un côté fantastique, vous vous en doutez, afin d'espionner en fait son futur concubin, son futur mari, de ses propres yeux les plus objectifs possibles, sans que celui-ci arrive devant elle forcément avec les meilleurs apparats de « Oh oui, ma reine, future reine, la plus belle femme du monde ». Non, qu'elle le voit pour ce qu'il est vraiment, d'homme à homme. C'est une BD qui, pareil, je pense, enfin vous l'avez vu passer très très certainement, et qui honnêtement vaut son pesant d'or. Déjà parce que forcément, elle aborde un attrait extrêmement féministe important, à savoir qu'un homme ne se dévoile jamais autant que ce qu'il est réellement qu'avec un autre homme. Et l'héroïne, elle va plus que quiconque le comprendre. Elle, à travers ses yeux, à travers cette nouvelle peau, elle va aussi goûter aux joies et à la liberté d'être tout ce qu'elle a toujours voulu être, sans jamais pouvoir l'être. J'arrive pas à parler. On est dans une époque, malheureusement, qu'on peut toujours ressentir à l'heure actuelle, où, en tant que femme, vous êtes scrutée en permanence, où on a des attentes de vous dans votre manière d'être, de parler, de vous exprimer, de vous mouvoir, ou surtout de rester en place, qu'elle n'a pas à subir quand elle revêtit sa peau d'homme. Quand elle revêt sa peau d'homme. Elle va bien sûr découvrir des secrets, elle va avoir un œil changé sur le monde qui l'entoure, qui jusque-là lui était imposé sans qu'elle ne puisse rien en dire. Je trouve que c'est une BD qui est tout simplement extraordinaire, pareil, à lire à tout âge, peu importe votre genre. Et voilà, c'est tout, c'est merveilleux, c'est génial. Bravo pour les travaux. Ensuite, autre bouquin que je vais vous présenter. Et bien justement, restons dans le thème, nous allons avoir Les hommes hétéros le sont-ils vraiment de Léane Alestra. Alors, bien sûr, vous avez dû entendre parler de cet ouvrage féministe. Si c'est un sujet qui vous intéresse ou si le titre vous a interpellé, comme ça a été mon cas, vous êtes tombé sur un bel ouvrage. Pour moi, ce que j'ai énormément apprécié dans Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, c'est justement son accessibilité à déconstruire des mythes patriarcaux, masculinistes, machos, de manière générale sexistes, que même nous, en tant que femmes, on a complètement intégré comme étant une norme. Ce livre, cet essai, c'est loin d'être un procès d'intention fait aux hommes, au contraire, il s'agit plutôt d'une main tendue pour les prendre et les amener dans un combat qui les concerne tout autant. En effet, moi quand j'ai lu ce livre, je vous avoue que j'étais dans ma féminine rage, où j'assemblais un peu les pièces de toute la misogynie intégrée que pouvait couver cette société, le patriarcat, etc. Et je rêvais qu'elle tape et vraiment défonce les hommes dans ce livre. Je suis désolée, faut dire les termes. Et quand j'ai commencé à lire et que j'ai vu que ce n'était pas du tout la direction qu'elle prenait, j'ai été un peu frustrée. Et puis j'ai continué ma lecture, puisqu'il s'agit quand même d'un ouvrage extrêmement sourcé d'un point de vue sociologique, littéraire, enfin c'est vraiment, je pense, une des plus grosses tronches en termes d'autrices féministes qu'il y a en France de notre génération. Et j'ai été absolument abasourdie par la bienveillance qu'elle a eue déjà d'aborder plein de propos qui concernent les hommes sur le patriarcat, et surtout la manière dont elle a permis en moi de déconstruire la vision que le patriarcat s'attaquait qu'aux femmes. Alors, bien sûr, on ne le répétera jamais assez, le patriarcat va tuer, littéralement, des femmes. Néanmoins, des normes virilistes, masculinistes très 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 importantes qui sont imprégnées donc dans ce mouvement patriarcal, donc cette idéologie-là, ne sont pas à nier et vont les desservir bien sûr eux aussi. Ce que j'ai trouvé merveilleux dans cet ouvrage, c'est justement de comprendre
l'intrication qui est faite entre tous ces systèmes qui cohabitent ensemble et font qu'on n'arrive pas en fait à se détacher de ce mal-être qui nous ronge, et qui ronge, je le ressouligne, beaucoup plus largement une majeure partie de la population, à savoir les femmes, cisgenres ou non, tout en nous apportant des clés de réflexion, justement quand je disais qu'on a des ouvrages qui élèvent, extrêmement précieuses, intelligibles, et qui vont s'inspirer parfois donc de la pop culture, de films, de livres, rendant le propos vraiment, comme je vous l'ai dit, hyper accessible et intéressant et intelligible. Pour cette raison, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour la Saint-Valentin, pour un Noël, pour un anniversaire, faites-vous plaisir et lisez-le. Franchement, ça va vous changer la vie. Enfin, pour mon dernier ouvrage BD que j'ai à vous recommander, mais vraiment avec beaucoup de conviction, il s'agit de The Junction de Norm Connew. Cette BD, elle est apparue dans un de mes derniers vlogs où je lis, en fait, tous mes vlogs je lis quasiment. Et je l'ai trouvée merveilleuse parce que cela faisait longtemps que je n'avais pas lu un récit fictif où je m'étais autant plongée. J'ai senti littéralement les odeurs qui sont amenées dans ce livre. J'ai senti l'humidité de ce village particulier où on suit l'histoire de Lucas Jones qui était un enfant qui avait disparu et qui 20 ans après, ou pardon 13-15 ans après, enfin longtemps après, est retrouvé et n'a pas pris une seule ride, a toujours littéralement le physique d'un enfant de 10 ans. Que lui est-il arrivé? Où a-t-il disparu? Est-ce qu'il s'est fait enlever, kidnapper? Qu'est-ce qui s'est passé? Et où lui est incapable de se souvenir au début de quoi que ce soit. Mis à part que son journal intime est retrouvé, est analysé et ne veut strictement rien dire. Les enquêteurs de police, la thérapeute, ensemble de concert vont essayer de rassembler les pièces jusqu'à nous amener à cet étrange village coupé du monde où pour le coup Lucas Jones, lui, se sentait très ancré pendant des années. Ça a énormément changé de mes lectures habituelles et c'est pour ça que je le mets dans cette sélection. Parce qu'il s'agit vraiment d'un travail qu'honnêtement je veux voir en fait en film d'animation. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas que ce soit pas fait. Et que j'ai trouvé magnifique, autant que ce soit dans sa patte artistique qui change de ce que j'ai pu lire, voir en termes de BD ces dernières années. Et qui m'a vraiment transportée pendant le temps d'1h30 dans un ailleurs mystique, fictif que j'ai adoré. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir des BD comme ça. Travaillées, divertissantes, légères à la fois, mais pas tout à fait sur tous les points. Bref, je vous la recommande, pareil, une fois de plus, chaudement. Dernier ouvrage de ma sélection incontournable, et d'ailleurs, pour les personnes qui connaissent ma coloc Matoux, elle va bientôt le lire. Mathilde, si tu vois cette vidéo, dites-lui en commentaire, Mathilde lit le livre de Juju. Il s'agit, sans surprise, de Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb. J'ai une passion pour Amélie Nothomb depuis l'année dernière. Je l'ai découverte après des années à me dire « Oh, faut que je la lise pour me faire mon avis ». J'en pouvais plus de voir cette femme avec ses énormes chapeaux et sa logorée aussi inhabituelle sur les plateaux télé sans savoir ce qu'elle pouvait bien écrire. Amélie Nothomb, c'est une Belge qui a commencé à écrire vers 20 ans, je crois, enfin à être publiée tout du moins à 20 ans, qui a une vie, j'ai dit, bien à elle, puisque elle a fait ses premières années de vie au Japon, son papa était ambassadeur, elle est ensuite retournée en Belgique, elle est ensuite retournée au Japon, où elle s'est complètement perdue, elle est retournée en Belgique, elle est retournée à Paris, bref. Entre-temps, elle commence à écrire quand elle est surexploitée au Japon, à nettoyer des toilettes toute la journée, ses premiers ouvrages, et le premier qui va être publié, c'est Hygiène de l'assassin. J'en ai lu beaucoup des ouvrages d'elle depuis, enfin beaucoup. Elle a une bibliographie assez énorme, mais j'en ai lu désormais un peu plus de 6. Je trouve que c'est pas mal sur une autrice, et c'est pas prêt de s'arrêter. Il y en a qui m'ont touché beaucoup plus que d'autres, il y en a qui vraiment m'ont pas laissé en paix pendant certains moments, mais cet ouvrage-là, ça a vraiment été une claque de me dire comment est-ce que quelqu'un a assez de génie pour pondre ça encore plus à 20 ans. Vraiment, c'est tout court. Ça, c'est l'apanage donc des livres d'Amélie Nothomb. Elle fait jamais des livres trop longs, trop courts, trop quoi que ce soit. Et oui, on prononce le B dans Amélie Nothomb. Je l'ai appris. À mes dépens, mais je l'ai appris quand même. Pourquoi je dis que selon moi, je trouve ça vraiment incroyable que quelqu'un ait pu écrire ce livre-là, c'est que déjà, on a un sujet, je me dis, mais parfois, d'où les auteurs les sortent de leur chapeau. On suit l'histoire de Prétexte à Tatch. Je dis toujours Tatch. À tout moment, c'est Tac. À tout moment, c'est Tache. Moi, je dis Tatch. Prix Nobel de littérature, qui n'a plus que 2 mois à vivre, et qui a une maladie d'ailleurs
très très particulière et surtout, comment dire, très peu répertoriée dans le monde. Avant son décès, son manager, il va lui dire est-ce qu'on ferait-il pas des interviews, vu que tu as été imbuvable toute ta vie ?» Voilà, c'est vraiment l'auteur dans toute sa splendeur, en fait un déchet humain. Et vont se succéder dans son salon multitude de journalistes en quête, voilà, comment dire, de la news croustillante qu'ils pourront mettre dans leur article, mais tous vont repartir la queue entre les jambes, à part une journaliste, et d'ailleurs la seule femme, qui va rester et qui va aborder un sujet que Prétexta ce que vous voulez, n'avait pas vu venir. Pourquoi va-t-elle rester? Au nom de quoi? C'est ce qu'on découvre dans ce livre. Ce que j'ai trouvé merveilleux avec ce bouquin, et c'était un des premiers où je suis rentrée voilà, dans cet univers qu'elle peut avoir, Amélie, je me permets, en fait, là j'ai lu trop de livres, je peux l'appeler par son prénom. C'est, et je le nomme souvent ainsi, comme être dans une séance de thérapie, mais ouverte. Là où l'interdit peut exister, subsister, avoir une tonalité, avoir un personnage qui l'interprète, qui le vit accessoirement. Là où il n'y a pas de limite. Et elle a une plume qui rend extrêmement justice à tout ça et qui pour moi est d'un niveau que je qualifierais d'exceptionnel. À l'époque où j'ai commencé à lire Amélie Nothomb, vous aviez été nombreux et nombreuses à me dire qu'un livre comme ça, on ne le lit qu'une fois. Et je suis on ne peut plus d'accord avec ce postulat. Ça fait vraiment partie des livres que j'aimerais relire comme si je ne les avais jamais lus. Pour cette raison, si vous avez envie de vous faire un petit avis sur Amélie Nothomb, ou si vous avez envie de commencer quelque part, eh bien, vous avez votre commencement, Hygiène de l'assassin, tout simplement. Eh bien, voilà, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour de tous ces livres, de toutes ces BD que j'avais envie de regrouper dans une et même seule, ça ne veut rien dire, dans une et seule vidéo. Bon, vous avez compris. Pour la plupart, il s'agit plus d'un récapitulatif. Ne m'en voulez pas, ça me tenait à cœur de le faire. Pour les personnes qui ne me connaissaient pas ou connaissaient pas ces œuvres, j'espère du plus profond de mon cœur qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos incontournables, ça m'intéresserait énormément. N'hésitez pas également à commenter toute une ribambelle de livres, je sais pas pourquoi je pense l'accent, c'est horrible. Pour la visibilité de cette vidéo, vous l'avez vu, on a abordé des sujets qui sont pas très YouTube friendly, donc n'hésitez pas, ça m'aiderait énormément et je suis surtout très heureuse de pouvoir parler avec vous en fait en commentaire. Sur ce, je crois que je vous laisse quand même avec pas mal de choses à lire et moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous.